Et si on en vient aux questions de marché, nous accueillons Jean-Jacques Oana, à mes côtés en plateau. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Grégoire. Merci d'être là. Vous êtes consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Vous nous parlez des hedge funds aujourd'hui. C'est pas la première fois d'ailleurs cette année qu'on parle des hedge funds avec vous. Vous suivez de près les stratégies dites CTA des fonds spéculatifs. Et je le disais en introduction, pourquoi on se focalise sur cette classe d'investisseurs? Parce que ça n'est pas le cas tous les ans. Mais cette année 2022 a été une année de performance particulièrement importante pour les stratégies des hedge funds, Jean-Jacques. Oui, absolument. Nous avons un outil de réplication du positionnement de plusieurs stratégies, et notamment des hedge funds qu'on appelle soit des Commodity Trading Advisors. Ce sont en fait des hedge funds qui parient sur les tendances, sur différents marchés, notamment les indices boursiers, les marchés obligataires, les marchés de taux, les devises, et puis des matières premières. Et puis également, nous suivons de près les fonds global macro, j'allais dire, qui englobent ce type de stratégie. Cette catégorie qui, eux, vont parier sur les grandes tendances macro. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis un mois, dans nos indicateurs de liquidité, on voit clairement une conjoncture financière s'améliorer sur beaucoup de pans du système financier, notamment au travers de la baisse des volatilités implicites sur les actions, mais aussi sur les devises, sur les matières premières, mais aussi une détente vraiment significative des spreads de crédit qui traduisent en fait la liquidité financière. Ce qu'on voit par exemple, c'est que quand on enlève la duration, les meilleurs actifs en performance normalisée sont aujourd'hui, même plus encore que les marchés d'actions européennes, sur lesquels on va revenir tout à l'heure, sont des marchés de crédit, donc sans compter l'aspect duration. Et ça, c'est extrêmement significatif. Et donc, ça peut nous interroger sur est-ce que finalement, ces hedge funds qui ont eu des performances insolente depuis le début de l'année, puisqu'on est sur des ranges de performance allant de 20 à au-delà de 30%. Ah oui. Donc c'est très significatif par rapport aux performances des classes d'actifs traditionnelles. Ce qu'on peut voir d'abord, c'est que depuis le début de l'année, ces performances proviennent essentiellement du pari sur la baisse des marchés obligataires, donc avec des hausses de taux qui sont les plus significatives depuis 1980, on peut le dire, depuis le début des années 80, donc depuis l'ère Volcker. Donc il faudra aller reprendre nos cours d'histoire et voir que finalement c'est la plus forte poussée de taux depuis 40 ans en réalité. Et donc des pertes massives sur les portefeuilles obligataires. J'ai en tête l'exemple d'un portefeuille euro 7-10 ans assez classique, d'obligations souveraines, c'est moins 15. Oui, à peu près, oui, tout à fait. Et puis des hausses de taux de la Fed, par exemple, où on voit qu'au début d'année, ils étaient à 0,25 de taux. Ils sont à 4 aujourd'hui. Donc, et ils ont commencé à monter les taux juste après la guerre en Ukraine. Donc en mars. Ouais. Donc c'est très rapide. Vous voyez bien. Donc ce sont c'est le cycle de resserrement monétaire le plus rapide de l'histoire financière. Et puis parallèlement, on a eu une hausse du dollar qui a été très prononcée jusqu'à il y a un mois, avec quand même une amorce de retournement qu'on observe depuis un mois. Donc, ces performances des hedge funds, ils proviennent premièrement des paris de duration négative. Donc, ils ont shorté, ils ont vendu à découvert les obligations souveraines. Et puis, le deuxième contributeur de la performance, c'était la hausse du dollar. Troisième contributeur, c'est les marchés de l'énergie, la hausse des marchés de l'énergie en début d'année. Ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui s'il y a une inflexion ou pas. Et en fait, elle n'est que partielle. Sur les indices boursiers, on peut clairement dire qu'il y a une inflexion. Il y a une inflexion. Ils n'ont pas complètement immunisé leur positionnement baissier sur les indices boursiers, encore que les indices boursiers ne soient absolument pas déterminants pour la performance de cette année. C'est plutôt des moins-values qu'ils ont subies sur ce secteur-là. Par contre, on voit un retour de positionnement positif,
principalement sur les marchés européens, et notamment dans la zone euro. Donc en fait, on voit très bien que les deux marchés où ils ont des positionnements positifs, on pourrait même rajouter le Japon aussi. Évidemment, tout est en devise locale, et ça a son importance vu les mouvements de change. On a un positionnement plus significatif sur la zone euro, sur le FTSE, donc sur le marché du Royaume-Uni, et puis sur les actions japonaises. Sur les marchés émergents, finalement, qui était, j'allais dire, un pari qu'ils ont conservé depuis plus d'un an aujourd'hui, eh bien, ils restent positionnés vendeurs sur les marchés émergents. D'accord. Donc, ils n'ont pas tourné sur tout. Mais il y a quand même, dans les stratégies mises en place, des éléments qui évoluent. C'est intéressant. Le repositionnement, par exemple, sur l'Europe et le Japon, qui sont les deux marchés les moins chers du monde développé, on peut dire ça comme ça, Jean-Jacques. Est-ce que ça peut laisser suggérer l'idée que c'est le début, effectivement, d'une tendance, peut-être, de re-rating, de revalorisation de classes d'actifs qui ont été parmi les plus pénalisées et les plus dératées au cours de cette année? Il faut rester très prudent. Parce que, évidemment, ces positionnements sont dans un ensemble d'un portefeuille. Et puis, ils peuvent se tromper. Évidemment, ils se sont trompés pendant de nombreuses années. Donc, c'est pour ça qu'on va rester très prudent. Mais par contre, c'est un point d'inflexion. Et tout point d'inflexion est quand même à souligner. Ils avaient vraiment un positionnement baissier il y a 2 mois sur l'ensemble des indices boursiers. Et ce positionnement baissier est en train de tourner. Voilà. Alors, par contre, on peut regarder après les autres secteurs et voir que sur l'obligataire, pour l'instant, il n'y a aucun retournement. J'allais dire, il y a peut-être même un renforcement des positions baissières. Et les positions baissières... Parce que le marché obligataire remonte un petit peu, enfin, la valeur des obligations remonte depuis quelques semaines maintenant, et donc les taux baissent. On est à 4,30 sur le 10 ans américain, on est à 3,80. Exactement. Et donc, à la faveur d'une détente des taux, on a un retour des obligations, notamment sur les parties longues de la courbe. Mais quand on regarde en détail leur positionnement, on voit que les parties longues de la courbe ne sont pas très importantes dans leur positionnement. C'est les parties courtes de la courbe qui continuent à vendre, et voire même ils ont amplifié la vente ces derniers jours, et notamment sur les parties 2 ans. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on remet cela dans une perspective macro, la partie courte de la courbe, c'est les parties qui reflètent le resserrement des banques centrales. Et donc, c'est un peu mon interprétation personnelle. Je me risquerai à celle-ci, c'est-à-dire que, en effet, le rythme de resserrement des banques centrales va changer. Et on voit très bien que là, la prochaine réunion de la Fed, ce ne sera pas 75, ce sera probablement 50 points de base. Mais la tendance de resserrement, pour l'instant, elle perdure. Alors, est-ce qu'elle va s'infléchir? C'est une vraie question macroéconomique. Mais pour l'instant, le positionnement des fonds, des hedge funds, qui a été extrêmement favorable cette année, favorable à la génération de performance, il reste ancré. Il y a encore pour eux l'idée qu'il y a un risque à la hausse sur le point d'arrivée de la politique monétaire américaine. Oui, et je dirais que certains l'estiment au sein de la Banque centrale, qu'il faudra peut-être aller au-delà de 5. C'est assez légitime finalement, parce que depuis un an, on parle de resserrement, on en parlait ensemble au début d'année, et on voit que finalement le consensus a été balayé. Complètement. Donc de manière à la fois sur l'inflation, mais j'allais dire surtout sur le rythme de hausse des taux des banques centrales. Et aujourd'hui, le taux terminal anticipé par les marchés, c'est plutôt à 5%, donc à horizon quelques mois, puisque dans 4 meetings de la Fed, il serait à peu près atteint, et on voit que dans 8 meetings de la Fed, il est un peu plus bas. Donc le consensus, c'est un taux terminal atteint assez rapidement au premier trimestre de l'année 2024 à 5%, puis une très légère, on va dire une légère inflexion d'abord, puis une légère baisse de taux de la Fed, entre 1 an et 2 ans, si vous voulez. Eh bien, pour l'instant, les hedge funds parient contre ce consensus et parient encore à la surprise, à une surprise de resserrement monétaire, peut-être moins rapide, mais toujours continuel. Toujours dans le même sens. Qu'est-ce qu'ils font avec les matières premières, l'autre grande classe d'actifs, effectivement, sur lesquelles ces CTS sont positionnés? Alors, c'est très intéressant parce que finalement, leur positionnement sur les matières premières traduit la confusion
actuel du marché. Donc, sur les matières premières, ils étaient vendeurs d'or, logiquement, par rapport à leur positionnement dollar, et vendeurs sur les métaux de base. Et on voit qu'ils sont en train de racheter ces deux positions. Donc, en fait, ils sont en train d'immuniser leur positionnement négatif, ce qui traduit l'amélioration globale de la perception du risque dans les marchés. Et ils étaient plutôt positionnés longs sur les énergies. Et là encore, il y a une hésitation. C'est-à-dire que ils ne sont pas en train de couper leur position, mais on voit très bien que finalement, quand on regarde les matières premières, aujourd'hui, c'est une impression de confusion qui se lit dans les marchés. Alors, je m'explique. En fait, on voit que le pétrole brut est très faible récemment, et on peut mettre ça sur le compte de la fermeture de l'économie chinoise, qui est certes, qui a un impact énorme sur la demande. Mais par contre, quand on regarde les produits raffinés, donc par exemple le fuel, le diesel, là on a une vraie tension, et finalement les marchés, pour donner une idée, sur le Brent, on est autour de 35% de hausse depuis le début de l'année. Sur le fuel, on est à 80% de hausse, donc c'est très significatif. Et sur le gaz naturel, on a commencé à anticiper l'hiver, et là il y a une remontée aussi des marchés. Donc en fait il y a une confusion qui règne sur les matières premières. On pourrait rajouter que si on lit sur les secteurs de matières premières, par exemple sur le secteur énergie en Europe et aux États-Unis, on a des performances de respectivement 27% en Europe et 66% aux États-Unis, en dollars. 66% en dollars aux États-Unis. Donc c'est le meilleur. En fait, c'est le meilleur actif mondial, puisqu'on a une performance en dollars à 66%. Et là, on voit qu'il n'y a pas de dépendance avérée au prix du brut. Ce qui laisse penser que les pétrolières bénéficient de cette conjoncture, finalement, d'arbitrage physique. Il y a des dislocations physiques énormes. Même si le prix du pétrole rebaisse, ça ne change pas la dynamique des bénéfices des pétrolières. Tant que la baisse finalement reste dans un range assez modéré, en fait on voit que les perspectives bénéficiaires sont tellement favorables que les spreads sont tellement importants entre, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure des spreads de raffinage, c'est typiquement un aspect qui va être extrêmement profitable aux pétrolières. Et donc finalement c'est un secteur aujourd'hui qui est très j'allais dire qui participe à la dislocation globale sur les marchés de l'énergie, et qui va arbitrer ces dislocations, évidemment au bénéfice des consommateurs, puisqu'on en a besoin, et qui aujourd'hui bénéficie de cet environnement, quelle que soit l'évolution à court terme des prix du brut. Merci beaucoup Jean-Jacques d'avoir ouvert pour nous le capot des hedge funds. Très très intéressant effectivement. Encore une fois, c'est une catégorie d'investisseurs qui aura été très performant tout au long de cette année 2022, d'où l'intérêt qu'on peut leur porter aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Jacques Oana qui est avec nous en plateau, consultant indépendant et membre du board de la FinTech AI for Alpha. Voilà pour cette édition Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve à 17h en direct sur Bismart.